Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la région Île-de-France, présidente du mouvement Libre. Vous publiez un livre, on va y revenir dans un instant, et c'est cela qui change à tout, sur vos prises de décision et de chemin dans votre vie politique. On va parler tout de suite du 5 décembre, mais d'abord un mot sur les questions internationales et liées au terrorisme. D'abord sur Londres, ce qu'il s'est passé vendredi, attentat. 2 personnes ont été poignardées à mort. L'auteur avait été jugé et condamné pour terrorisme. Il avait été relâché en liberté conditionnelle. Il portait d'ailleurs un bracelet électronique. Est-ce que, quand vous regardez ce qui s'est passé à Londres et le débat qui s'ensuit d'ailleurs sur la question du suivi des condamnés pour terrorisme, est-ce qu'en France, vous estimez que le suivi est à la hauteur? D'abord, je voudrais exprimer toutes mes condoléances à nos amis londoniens parce qu'ils sont comme nous sous la menace permanente de ce terrorisme qui tue et rendre hommage aussi aux héros qui ont mis hors d'état de nuire le terroriste. Mais dire que la naïveté ne doit plus être de mise et que bien évidemment la radicalisation islamiste, elle ne s'évapore pas en prison. Au contraire, parfois même, elle s'y solidifie ou elle s'y répand. Et donc je crois qu'il faut qu'on fasse très attention à la sortie de prison des islamistes. Et c'est pour ça que nous avons créé, vous vous en souvenez, sous Nicolas Sarkozy, la rétention de sûreté. La rétention de sûreté, c'est la possibilité, après qu'on ait purgé sa peine, de pouvoir être encore sous surveillance parce que l'autorité judiciaire considère qu'on est encore un danger pour la société. Donc les outils existent et ils sont suffisants pour vous aujourd'hui en France? Les outils existent, ils doivent être mis en œuvre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être naïf et on ne peut pas détourner le regard et on ne peut pas non plus être angélique. Donc un terroriste reste un terroriste quand il sort de prison. Il doit donc faire l'objet d'un suivi à la hauteur de sa dangerosité. Même quand il a purgé la totalité de sa peine, Absolument. un terroriste reste un terroriste? C'est le principe de la rétention de sûreté. Le principe de la rétention de sûreté, c'est quand, à la fin de la peine, on examine la dangerosité de la personne qu'on va libérer, on se dit, il a purgé sa peine, donc il ne doit plus être en prison, mais néanmoins, il reste dangereux pour la société. Il faut donc le mettre sous surveillance, soit en assignation à résidence, soit sous une surveillance qui est graduée par le juge. Mais par exemple, le bracelet électronique, c'est à peu près ce qu'avaient estimé les Anglais. Il n'était pas complètement libre comme l'air. Hein. Alors, moi, j'ai énormément de réticences sur les bracelets électroniques. Vous le savez, parce que d'abord, il y en a beaucoup qui ne sont pas géolocalisés. Donc, effectivement, quand on n'est plus chez soi, eh ben, ça sonne. Mais qui ne sont pas forcément munis d'un GPS. Il y a ceux qui ne sont pas munis d'un GPS. Et puis, par ailleurs, quelquefois, la zone qu'on laisse couvrir au bracelet électronique est trop élevée. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des personnes, des Parisiens, qui sont soumis à bracelet électronique, ils n'ont pas le droit de quitter leur ville. Quand vous imaginez, c'est l'intégralité de Paris. Donc moi, je crois que le bracelet électronique peut être utile. Il peut être utile notamment pour faire des mesures d'éloignement et éloigner les délinquants de leur quartier. Il peut aussi être utile pour des assignations à résidence. Mais aujourd'hui, il doit être utilisé de manière beaucoup plus rigoureuse qu'il ne l'est. Un mot sur le Mali. 13 soldats français qui ont donc été tués au Mali. On leur rendra un hommage national demain. Est-ce que l'opération extérieure au Mali, pour vous, est toujours justifiée? On sait qu'Emmanuel Macron a dit qu'il était prêt à revoir les modalités d'intervention des forces françaises. Et certains à gauche, comme Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui, disent qu'il faut ramener les soldats à la maison. Je crois que toute la France est en deuil. Elle est en deuil et elle fait chapeau bas devant la bravoure de nos soldats. Mais ce que je veux dire, c'est que ces pertes humaines ne peuvent pas nous faire reconsidérer notre engagement au Mali. Parce que si la France s'en va du Mali, c'est potentiellement la dislocation du continent africain qui poursuivra son œuvre. On a aujourd'hui au Mali, et je me suis rendue à Gao, parce que nous avons des partenariats, l'Île-de-France, avec une région du Mali, la région de Kayes. J'ai voulu me rendre à Gao pour saluer le courage de nos troupes. Quand on y va, on comprend que c'est pied à pied, kilomètre par kilomètre, village après village, que la France, aujourd'hui, préserve l'Afrique du terrorisme Donc on y djihadiste. reste. Il faut y rester et il faut aussi que l'Europe s'engage à nos côtés. Ça n'est pas juste, ça n'est pas normal que le poids de la sécurisation du continent africain repose uniquement sur les épaules de la France. Donc il faut un fardeau partagé par l'Europe. Et de ce point de vue, je suis totalement d'accord avec le président de la République, mais je l'engage surtout à ne pas envisager le retrait de nos troupes. Parce que nos militaires, eh bien, c'est eux qui assurent aujourd'hui la sécurité du continent africain et donc la sécurité du continent européen.
Parce que les deux sont liés, nos destins sont liés. Parlons des grèves du 5 décembre. Ce jeudi, ce sera le fameux 5 décembre. On a l'impression que cette date du 5 décembre, on en parle, on en reparle depuis des semaines maintenant. Les syndicats l'avaient donc annoncé très à l'avance. On ne peut pas dire que le gouvernement n'était pas prévenu. Est-ce que vous estimez qu'ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter ce conflit social? Moi, je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement doit dire la vérité aux Français. Le problème aujourd'hui de cette réforme des retraites, c'est qu'on ne sait rien des efforts que le gouvernement va demander à chacun d'entre nous. Et on a besoin de cette... Il y a un devoir de On ne vérité. sait rien. Pour vous, on ne sait rien. C'est trop flou. Mais oui, il y a un devoir de vérité. Nous allons devoir travailler plus longtemps. Le gouvernement a longtemps tergiversé. On sait qu'il y a 17 milliards de trous dans la caisse potentiellement. Il faut sauver nos retraites. Donc, jusqu'à quel âge ? Par ailleurs, il faut mettre fin aux régimes spéciaux parce que c'est injuste, les régimes spéciaux, et certains ont des privilèges. Là-dessus, ils sont assez clairs, ils l'ont dit qu'ils allaient y mettre fin. Sauf que moi, je crois qu'il ne faut pas remettre en cause les règles du jeu en plein milieu de la vie. Je pense que quand on a travaillé 30 ans, quand on a fait un certain nombre de choix de vie, c'est extrêmement douloureux de se voir demander de tout revoir et de tout changer. Donc vous êtes pour la clause du grand-père? Moi, je l'ai dit, je l'ai écrit. C'était d'ailleurs dans le programme de François Fillon que j'ai défendu à la présidentielle. Nous voulons la fin des régimes spéciaux progressive, en commençant par les nouveaux entrants, comme on l'a fait quand on a changé le statut de France Télécom, quand on a changé le statut des infirmières. Oui, pour les nouveaux entrants. Et par ailleurs, moi, j'adresse vraiment une demande solennelle au gouvernement, celle de ne pas remettre en cause les avantages familiaux. Vous savez que le gouvernement envisage de supprimer la majoration de retraite des mères qui ont eu 3 enfants. Il a été un peu flou sur son attitude vis-à-vis des pensions de réversion. Moi, je le dis. D'ailleurs, Jean-Paul Delevoye a fait une déclaration pour le moins malheureuse et assez irresponsable dans le contexte sur les problèmes démographiques de l'Europe en 2050. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous avez été choqué par ces propos? Oui, j'ai été choquée par les propos qu'il a tenus. Il a dit il va falloir 50 millions de migrants pour assurer l'équilibre des retraites en Europe d'ici 2050. C'est irresponsable et c'est faux. C'est faux parce que ça dépend de la dynamique démographique de nos pays. Aujourd'hui, en France, nous assurons le remplacement des générations. En Allemagne, ils ne l'assurent pas, mais ils robotisent au maximum. Donc en réalité, ils peuvent avoir une population active moins nombreuse. Est-ce que ça veut dire que le gouvernement, pardon, arrêtons-nous quand même un instant sur la déclaration de Jean-Paul Delevoye, qui est quand même aujourd'hui membre du gouvernement en charge des retraites, est-ce que ça veut dire à vos yeux que le gouvernement a choisi la voie d'une immigration beaucoup plus ouverte, beaucoup plus large? Est-ce que c'est une déclaration qu'il faut prendre aussi au sérieux sur la concrétisation de ces propos? Ce que je pense, c'est que Jean-Paul Delevoye devrait d'abord avoir à cœur, dans sa réforme, de mettre la politique familiale au cœur. Et mettre la politique familiale au cœur, c'est préserver un modèle français dans lequel les femmes françaises peuvent faire le double choix d'une vie professionnelle et d'avoir une famille nombreuse, et d'avoir des enfants et les élever. Un décalage entre leurs promesses, disant notamment que ce serait plus favorable aux femmes, et la réalité des actes dont vous estimez qu'ils ne sont finalement pas du tout à la hauteur. La vraie difficulté professionnelle pour les femmes, c'est vrai qu'elle commence au premier enfant. D'ailleurs, je le dis dans mon livre, puisque j'explique que je ne fais de la politique que parce qu'on m'a refusé un emploi que j'avais envie d'occuper parce que j'étais enceinte. Bon, dans l'occurrence, pour vous allez dire que ça a été plutôt une bonne chose. Ça vous a réveillé à votre J'aurais vocation. pu faire une très belle carrière aussi dans le milieu du cinéma, qui était ma vocation première, ma passion première. Mais j'allais dire, le machisme et la misogynie envers les femmes en ont décidé autrement. Donc oui, dès le premier enfant, les chemins se séparent et les femmes se retrouvent confrontées à plus de difficultés que les hommes. Mais la situation des mères de 3 enfants est différente. Parce que 80% des femmes qui ont eu 3 enfants ont, à un moment donné, ralenti leur vie professionnelle. 80% se sont mis à temps partiel ou ont arrêté de travailler pendant une période pour les élever. Et ces femmes-là, vous ne pouvez pas leur dire, une fois que leurs enfants sont grands, il n'y a plus de majoration. Mais pour l'avenir aussi, vous ne pouvez pas dire aux jeunes femmes qui sont aujourd'hui en train d'avoir des projets de famille, vous ne pouvez pas leur dire il n'y aura plus d'avantages familiaux. Sur le fond, Édouard Philippe promet qu'il n'y aura pas de brutalité dans cette réforme. Écoutez ce qu'il a déclaré cette semaine. Les uns et les autres convergent sur le principe d'une transition qui ne brusque pas les choses. Parce qu'au fond, on ne change pas un contrat social brutalement. L'universalité, oui, la brutalité, non. Est-ce que ça, c'est une bonne façon de parler à ceux qui s'apprêtent la semaine prochaine à être en grève? C'est une bonne façon de parler, mais là encore, on ne sait pas vers où on va.
Donc, ce que j'explique dans mon livre, parce que vous savez que j'ai fait une réforme un peu risquée, celle de l'université. J'ai eu 9 mois de mouvement de grève. Donc, je connais bien ces questions de négociation, de dialogue social et aussi de réforme à mener à bien. Une réforme, ce n'est pas une cathédrale. La réforme parfaite, celle que veut faire le gouvernement aujourd'hui, elle coalise trop d'opposition. Il faut aujourd'hui avoir des leviers de réforme. Et la réforme, c'est un élastique. Et il faut le tirer. Vous dites, il faut tirer, mais que ça ne craque pas. Est-ce que vous avez le sentiment que là, ils ont et tiré il faut planter suffisamment le piolet, comme quand on est un alpiniste. C'est-à-dire qu'il faut aller à un endroit. Ben, la question, c'est quelle est la priorité? La priorité, pour moi, c'est de maintenir les retraites et de sauver les retraites. Et pour ça, il faut d'abord demander aux Français de travailler un peu plus longtemps et tenir compte de la pénibilité de certains métiers. C'est la priorité absolue. La fin des régimes spéciaux est une priorité seconde pour moi. C'est la fin des injustices et il faut le faire progressivement. Et la troisième priorité, c'est la politique familiale, je vous en ai parlé. Et la question des usagers, c'est-à-dire qu'il y avait la question du dialogue avec ceux qui veulent faire grève avant pour tenter de les empêcher de faire grève. Et maintenant qu'ils ont l'air quand même bien décidés, sur le plan pratique, est-ce que vous estimez que le gouvernement a mis en place tout ce qu'il fallait pour que ce ne soit pas trop une galère, comme on dit, pour les usagers? Si la grève est ultra suivi et si le service minimum ne peut pas être réalisé aux heures de pointe, alors de toutes les façons, on va plonger des millions de Français dans la détresse. C'est pour ça que j'ai dit aux syndicats de la RATP, de la SNCF, respectez vos obligations contractuelles vis-à-vis de la région, faites le service minimum. Si le service minimum n'est pas fait, j'exigerai le remboursement de la SNCF et de la RATP pour tous les voyageurs. Mais le remboursement... Mais c'est la responsabilité de qui? Pour vous, c'est la responsabilité de qui d'assurer cela? C'est la SNCF et la RATP, c'est eux qui font rouler les trains, c'est eux qui organisent le travail et les prises de garde. D'ailleurs, la RATP, vous le savez, fait conduire un certain nombre de cadres qui sont formés, à qui ils ont offert une formation pour qu'ils puissent effectivement assurer aussi la mécanique. Mais moi, j'ai une obligation normalement contractuelle qui est que, en tant que client de la RATP et la SNCF, ils me doivent un service minimum de 30% aux heures de pointe, 50% sur certaines lignes. Vous doutez que ça ne soit respecté? Si la grève est massive, ce service minimum risque de ne pas être respecté. S'il n'est pas respecté, j'exigerai le remboursement des voyageurs, mais ça ne suffira pas pour leur enlever toute la détresse de la situation. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre en place quelques palliatifs. 1 mois de location de vélo électrique gratuit, une prime de 500 € pour l'achat d'un vélo électrique pour ceux qui habitent pas très loin de leur travail. Le covoiturage sera aussi gratuit. Ça et moi-même, ça veut dire que tous ceux qui aujourd'hui s'inscrivent sur une plateforme de covoiturage agréée, Klaxit, Blabla Airlines, Covoiture ici, Caros, toutes ces plateformes, vous vous inscrivez dessus, les passagers, c'est gratuit. C'est gratuit tous les jours de grève. Et pour les personnes qui ouvriront leurs portières, les conducteurs, dont je ferai partie, eh bien, il y aura un remboursement de 3 € par trajet. Mais évidemment, pour les conducteurs, ce n'est pas la rémunération qui compte. C'est d'abord de faire un geste de solidarité. Il faut covoiturer jeudi et vendredi pour aider les autres. Est-ce que vous redoutez des violences lors des manifestations de ces jours de grève, éventuellement aussi des lycées, dans les hôpitaux? Est-ce que vous avez peur des violences? Oui, j'ai peur. J'ai peur aujourd'hui que le pays soit sous une immense tension et que ces grèves soient, j'allais dire un peu une étincelle supplémentaire qui fasse que ces tensions s'expriment. Donc c'est vrai que moi j'ai reçu cette semaine tous les proviseurs des lycées, puisque vous savez qu'en décembre dernier, au moment des grèves, du mouvement des Gilets jaunes, les lycées, 80 lycées d'Île-de-France avaient été attaqués par des bandes et de manière très violente. Donc j'ai réuni les proviseurs et je leur ai dit que bien évidemment nous serions à leur côté. Vous savez que j'ai créé des brigades régionales de sécurité. Elles seront particulièrement présentes? Elles seront particulièrement présentes et elles sont tellement efficaces qu'elles sont intervenues 70 fois depuis mai dernier. Et donc nous allons créer une 4e justement pour pouvoir se déployer encore plus dans les lycées victimes de violences. Dans votre livre, vous parlez aussi d'Emmanuel Macron. Vous dites qu'il a fait ou qu'il va faire des réformes dont la droite aurait même rêvé, sur la SNCF, sur l'assurance chômage, sur la fonction publique, sur le droit du travail, maintenant sur la fin des régimes sociaux. Est-ce qu'au fond, quand on vous lit, quand on regarde ce que vous dites, Emmanuel Macron n'est pas le meilleur président dont la droite aurait pu rêver? Mais si vous avez vraiment lu mon livre, vous avez vu que d'abord, je considère qu'il ne fait pas le quart de ce qu'il faudrait faire pour le pays. J'ai cité les réformes qui trouvent grâce à vos yeux, les autres, mais je estimais qu'il ne va pas suffisamment loin. Non, mais je dis que moi, je soutiens ce qui va dans le bon sens, mais qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'hôpital,
que l'éducation nationale, que la sécurité, que la justice, qui est pour moi le gros point noir du gouvernement, fonctionne. Et le vice initial du gouvernement, c'est qu'ils n'ont pas baissé les dépenses, enlever les gaspillages, supprimer les doublons, supprimer les normes. S'ils l'avaient fait comme je l'ai fait à la région Île-de-France, où nous avons fait revenir sur votre budget avec Edwige Chevrillon. 1,5 milliard d'économies, ils pourraient aujourd'hui prioriser les secteurs qui en ont besoin. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est le régalien, la lutte contre le communautarisme, la sécurité, le fait de réduire l'immigration à venir pour pouvoir beaucoup mieux intégrer. Je le dis dans mon livre, un enfant sur deux qui naît aujourd'hui dans ma région a un parent né à l'étranger. Un enfant sur deux qui naît dans ma région aujourd'hui est issu de l'immigration. Comment est-ce qu'on intègre cet enfant qui va devenir un jeune Français? Quel est le modèle français? Quel est le rêve français? Donc toute la tension sociale qui s'exprime aujourd'hui dans le pays, il faut lui apporter une réponse. Et ça veut dire baisser les impôts, baisser les charges, supprimer des normes et essayer de faire en sorte que les Français vivent dignement avec leur salaire. On a fait une étude aujourd'hui qui montre que la première préoccupation dans ma région aujourd'hui, c'est la pauvreté. La pauvreté, avant le chômage, avant la sécurité. C'est la première fois qu'une telle enquête montre un tel niveau d'inquiétude. Vous parlez d'ailleurs de tout ce que vous avez fait et de cette région qui devient une forme de laboratoire pour vous. Vous parliez à l'instant des baisses de dépenses. On va y revenir avec Edwige Chevrillon. Votre budget, justement, est en train d'être voté. Ce livre... Vous dites au fond qu'il faut qu'on vous découvre, qu'on comprenne qui vous êtes, et pourtant vous êtes dans le paysage français depuis très longtemps. Qu'est-ce qui vous a empêché d'être mieux connue, mieux découverte? Je crois que je me suis mis une carapace d'1 mètre d'épaisseur pour me protéger. Je suis une femme et j'ai jamais voulu passer pour une victime, passer pour une femme faible. Donc je me suis carapaçonnée. Mais je vais vous donner des exemples. Moi, je n'ai plus de téléphone fixe depuis 10 ans. Parce que des jeunes socialistes m'ont fait un canular sinistre il y a 10 ans. Ils ont appelé à 2h, à 3h, à 4h du matin chez moi pour se faire passer pour la maîtresse de mon mari. Voilà. Je raconte dans le livre que lors d'une campagne électorale, on m'a inventé un accident de voiture avec délit de fuite sur mon trajet. J'aurais causé un accident de voiture et j'avais un juge d'enquêter sur cet accident. Alors heureusement, c'était un week-end de la Toussaint et j'étais avec mes enfants. Et évidemment, quand vous avez que des hommes autour de vous qui font de la politique, ils ne connaissent pas les vacances de la Toussaint, forcément. Mais pourquoi contre vous? Pourquoi ce serait contre vous? Non, pas spécialement contre moi, mais la dureté et la violence de tout ce que j'ai vécu et de tous les obstacles. Contre moi, parce que je voulais accéder à des postes de pouvoir. Contre moi, parce que je voulais présider cette région, l'Île-de-France, qui est l'une des plus grandes et des plus prospères d'Europe. Donc contre moi pour me stopper. Et je ne voulais pas me victimiser. Et vous parlez au passé de ce moment-là, quand vous vous victimisiez, quand vous aviez une carapace. Jamais... quand vous aviez cette attitude, en tout cas, de carapace. Aujourd'hui, vous décidez donc de fendre l'armure, de dire qui vous êtes. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi faire? Parce que vous vous dites, tiens, il va y avoir les élections présidentielles, il faut que j'y aille aussi, ou il faut que je sois en capacité, Pourquoi maintenant? Non, c'est parce qu'aujourd'hui, je me sens suffisamment forte. Je me sens suffisamment forte pour raconter. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis que j'ai écrit le livre, des gens le lisent et des femmes le lisent. Et notamment des femmes qui sont conseillères municipales dans des villages, dans des villes, qui sont élues, qui sont présidentes d'associations. Et elles m'envoient des messages qui sont très touchants. Elles me disent « Merci de témoigner à quel point c'est dur ». Merci de témoigner qu'on vous a refusé un job parce que vous étiez enceinte. Merci de témoigner pour dire que les hommes vous ont traité, j'allais dire, comme une incompétente par nature parce que vous étiez une femme. Merci de le dire. Vous ne l'aviez jamais dit. On pensait que c'était facile pour vous. Mais on découvre que ça n'a pas été facile. Et pour nous, ça nous aide. On va poursuivre dans vos combats et notamment la question des municipales tout de suite avec Henri Vernet. Bonjour Henri. Bonjour Apolline, bonjour Anna Pécresse. Bonjour. Vous avez participé hier au lancement du mouvement Printemps républicain qui se transforme en parti politique. Et là, vous avez notamment affirmé, je vous cite, « Quand la République est menacée, il faut savoir nous rassembler. Le clivage gauche-droite est en train de s'estomper pour laisser place au clivage entre les républicains et les communautaristes. » C'est ça aujourd'hui le clivage politique en France, c'est ce que vous dites ? Je crois qu'aujourd'hui, la République est menacée par la montée des communautarismes. Je crois aujourd'hui qu'il va falloir beaucoup de courage pour lutter contre ces communautarismes pied à pied. Et je crois qu'il y a des républicains à droite et des républicains à gauche. Et qu'aujourd'hui, ils doivent se rassembler comme
peut-être le général de Gaulle a rassemblé des républicains des deux rives en 1940, quand la France était Vous comparez menacée. le danger, la menace actuelle à la situation de la France en 40 ? Oui, parce que aujourd'hui, c'est une question de respect des lois de la République et des valeurs de la République. Nous défendons des valeurs, nous défendons... En 40, il y avait une invasion allemande, je le rappelle. Oui, mais aujourd'hui, il y a une forme de lâcheté à défendre la République. Et cette forme de lâcheté, elle nous conduit à petit baisser la tête. C'est ce que j'appelle dans mon livre les petits muniques. Vous voyez, quand un sous-préfet décide de rester dans un Aïd où il y a une femme en burqa, parce qu'on lui dit il vaut mieux rester, il ne faut pas faire de vagues. Ça s'appelle baisser la tête. Quand le défenseur des droits m'interdit d'interdire les tenues, le burkini dans les piscines de l'Île-de-France, en me disant mais non, il n'y a pas de problème d'hygiène. Si, il y a un problème d'hygiène. Quand une femme habillée se baigne, il y a un problème d'hygiène. Non, il n'y a pas de problème de sécurité. Si, il y a un problème de sécurité. S'il arrive quoi que ce soit, on ne pourra pas faire les premiers secours. Non, il n'y a pas de problème d'ordre public. Si, il y a un problème d'ordre public parce que ça crée des tensions entre des femmes qui veulent arborer une tenue d'inspiration religieuse et des femmes qui, elles, sont dans une république laïque et ne veulent Donc pas. pour vous, on est là cela. dans un combat urgent, en quelque sorte. On est là dans un combat très urgent. On a parlé de ce qui s'est passé à Londres. La naïveté, l'angélisme ne doivent plus être de mise. Et le cri qu'a poussé Amin El-Khatmi, que pousse Laurent Bouvet, Président du président oui, républicain. qu'avait poussé Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve en leur temps, ce cri-là, il doit être relayé, y compris à droite. Et c'est pour ça que je pense que le clivage droite-gauche sur ces questions de respect des lois de la République n'est plus de mise. Alors justement, sur ce terrain, vous avez parlé de terrorisme, du radicalisme. Vous avez de la radicalisation. Vous proposez une loi qui irait assez loin. Si elle est adoptée, elle sera présentée par vos amis, sénateurs et députés de Libre, de votre mouvement. Dont certains sont autour de moi. Voilà. Et alors, dans cette loi, ce que vous proposez, c'est qu'en vue des prochaines municipales, soit écarté de candidature tout individu, toute personne qui serait fichée par l'antiterrorisme. Concrètement, comment ferait-on ? Alors d'abord, vous dire que la laïcité est évidemment un pilier de la République, et qui dit laïcité ne dit pas négation des religions, mais dit que toutes les religions doivent respecter les lois de la République. C'est la loi au-dessus de la foi, le principe. Et moi, ce qui m'inquiète, mais vraiment je suis inquiète, et il y a multitude des témoignages qui me remontent de partout sur le terrain, sur l'entrisme sur les listes municipales par des personnes radicalisées islamistes. Alors, est-ce que l'Île-de-France est concernée par cela et est-ce que vous avez des cas concrets, des exemples? Parce mais pas que l'Île-de-France. Mais là, vous parlez réellement de personnes qui seraient surveillées par l'antiterrorisme. Pas que l'Île-de-France. Hier, au Printemps républicain, j'ai été harponnée par certains élus de France, d'autres villes que je ne citerai pas, c'est à eux de le dire, mais qui sont venus me voir en me disant « dans ma ville, c'est pareil ». Voilà. C'est-à-dire? Dans ma ville, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe? Simplement, vous avez des personnes, vous avez un fichier qui s'appelle le fichier FSPRT, qui est le fichier de l'antiterrorisme. Dans ce fichier, il y a 20 000 personnes. Ces personnes sont soupçonnées de radicalisation à visée terroriste. Moi, ce que je propose, c'est que lorsque on dépose une liste municipale, le préfet puisse faire un criblage des listes, comme on fait aujourd'hui le criblage pour les conducteurs de métro ou les conducteurs de bus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les services publics sensibles. Pour toutes les fonctions publiques sensibles. Donc, ils puissent faire le criblage. Donc, ils vérifient sur le FSTRP que les gens qui sont sur la liste n'y sont pas inscrits. Et si ils y sont inscrits, ils regardent si la personne présente un grave danger pour l'ordre public ou pour la sûreté de l'État. Et si cette personne est dangereuse, alors il la déclare inéligible et dans les 24 heures, elle peut saisir le tribunal administratif pour contester cette décision. Et si dans les 72 heures, le TA ne se prononce pas, eh bien, elle est déclarée éligible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met une barrière à l'entrée de personnes qui sont aujourd'hui fichées par l'antiterrorisme. Parce que vous disiez soupçonnées. Vous disiez fichées. Si elles sont fichées parce qu'elles sont soupçonnées. Mais est-ce que sur la seule base du soupçon, vous pouvez considérer qu'une personne ne peut pas être condamnée? Non, dans ma loi, il y a le fichage, qui est une cause objective, une première indication. Et la deuxième indication, c'est que le préfet peut apporter la preuve objective d'un comportement qui représente une menace pour l'ordre public. La preuve objective d'un comportement qui représente une menace pour l'ordre public. Ça veut dire que c'est des personnes très dangereuses. Voilà. Mais mais si vous imaginez, si une personne connue pour être très dangereuse est sur une liste, si elle devient maire d'une ville, et j'ai des cas de figure en Ile-de-France où c'est possible, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas faire comme le gouvernement le dit, dire ça n'est pas un problème, laissons-les élire, on aura tous les moyens une fois qu'ils seront élus.
Pardon, mais une fois qu'on est élu, on est loin par le suffrage universel. Il y a un paradoxe. Est-ce que c'est acceptable qu'un policier, officier de police judiciaire dans une ville, soit inéligible dans cette ville et qu'une personne fichée par l'antiterrorisme comme radicalisée, dangereuse, elle soit mais vous avez éligible? des Vous parlez exemples d'Île-de-France, concrets, voilà, précis en Île-de-France notamment. Eh bien, puisque vous dites que écoutez, cette région-là, moi, c'est je la- vais vous parler d'un certain nombre de villes sur lesquelles, effectivement, on m'indique qu'il y a des personnes qui sont potentiellement radicalisées et très proches de l'islam politique. Après, c'est au juge de décider si cette personne est éligible ou pas dans ma loi. C'est le juge qui prendra la décision. Donc vous ne in voulez fine. pas dire de qui il s'agit? Non, mais je vous donnerai un exemple. Moi, j'ai une personne qui va se présenter dans une ville d'Île-de-France, qui s'appelle Goussainville. Cette personne a été interrogée par l'opinion. Elle a été dénoncée par l'Express. C'est l'Express qui a dit, peut-être à tort, il y a une contestation là-dessus, a dit cette personne est fichée S. Bon, la personne nie. Mais elle Très n'est pas bien. forcément au courant qu'elle est fichée S. Mais évidemment, elle n'est pas forcément au courant. Mais si elle l'est, c'est donc, en tout cas, les services de renseignement pensent qu'elle présente une dangerosité pour la sûreté de l'État. Voilà. Et cette personne est interviewée par le journaliste de l'Opinion. Et cette personne a prononcé une phrase qui aurait dû causer un scandale national. Elle a dit « Ah mais non, ma liste ne sera pas communautaire, ma liste ne sera pas communautariste. Sur ma liste, je la cite, il y aura des Français, des Arabes, des Turcs et des Noirs. » Voilà. Eh bien ça, c'est le communautarisme à visage découvert. Oui, mais c'est le communautarisme. Ça veut dire, c'est oui, pas mais la attendez. radicalisation. Ça veut dire quoi? Sur cette liste, il n'y a que des Français. Voilà, il n'y a que des Alors. Français. Donc le problème, c'est est-ce que cette personne, je ne l'attaque pas frontalement parce que je ne sais pas, je n'ai pas ces Mais vous voyez informations. bien, Mais le Valérie préfet, lui, Pécresse, les aura. Vous voyez bien, Quand le on fait sent un bien criblage- quand Henri vous demande des questions, des réponses précises Mais elles là-dessus. sont précises, Et mes réponses. On le comprend bien, vous êtes quand même mal à l'aise, vous dites Non. il semble que, mais peut-être, mais parce que Communautarisme et c'est radicalisation, compliqué, c'est pas pareil. je ne vous condamne pas vous, mais ce que je veux dire c'est que vous êtes face à un sujet qui demande 1000 précautions, ne serait-ce que du point de vue légal. Est-ce que vous aurez bien sûr. des moyens légaux quand quelqu'un aura répondu à une interview du Parisien aujourd'hui en France en disant Mais je voilà, n'ai je suis absolument pas candidat, dit, Madame est-ce que Apolline. vous pourrez de derrière manière, dire vous bah êtes non, en train vous de êtes transformer fichée complètement mes propos et ça montre vraiment, enfin pardon, excusez-moi, je comprends que vous soyez mal à l'aise avec ces sujets, mais je suis pas n'ai du tout mal à jamais l'aise, dit, je je demande n'ai simplement jamais des dit qu'on réponses rendrait inéligible concrètes quelqu'un pour un délit d'opinion. Ce que je vous dis, c'est que aujourd'hui, personne n'a le droit de conduire un bus ou un métro s'il est criblé et s'il est fiché. Voilà. Et donc, ça Mais doit en être pareil. revanche, on a le droit d'être éligible et de devenir maire d'une ville. Est-ce que vous savez les pouvoirs d'un maire? Il a des pouvoirs de police administrative, il a tous les fichiers de l'aide sociale, il a un pouvoir colossal sur sa ville, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui est le nœud de la cohésion nationale, il élit les sénateurs. Donc On il le- participe à On la le comprend souveraineté bien, Valérie Pécresse. nationale. Notre question est simplement est-ce que l'outil Mais l'outil- ne Mais c'est un sera outil, pas pardon Madame de Malherbe, c'est un outil qui permet aujourd'hui de licencier des personnes dans des entreprises. Ça s'appelle le criblage. C'est une procédure qu'on utilise dans toutes les fonctions publiques sensibles. Donc oui, on peut licencier quelqu'un sur le fondement de cette procédure, mais on ne pourrait pas mener la même enquête sur des personnes qui vont se présenter à l'élection. Encore une question sur Paris, Henri Voilà, sur Paris, les municipales. Faire l'autruche et se dérober, ça ne nous amènera qu'à la catastrophe. Et c'est pour ça que je suis allée au printemps républicain. Et c'était pour le dire, parce que moi, j'aurais sur ma conscience au moins de l'avoir dit. Valérie Pécresse, votre position sur Paris, les élections, la candidate LR Rachida Dati vous a adressé un courrier, que j'ai pu consulter, dans lequel elle vous propose un pacte avec votre mouvement libre. Très concrètement, elle vous propose 14 postes éligibles au Conseil de Paris, deux têtes de liste d'arrondissement. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que vous allez soutenir Rachida Dati, la candidate LR, au municipal? Vous avez raison, nous avons des échanges avec Rachida Dati. Mais le problème, c'est que nous avons une divergence de fond sur la C'est-à-dire stratégie. Moi, je pense que les LR ne peuvent pas gagner seuls à Paris. Et je pense qu'il faut qu'ils s'élargissent et qu'ils fassent toute leur place à tous ceux qui aujourd'hui mènent une politique de droite. à Autrement Paris. dit, pour vous, il faut pactiser éventuellement avec LREM, c'est ça, avec les marcheurs? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne comprends pas qu'on me demande, parce que c'est aussi ce qu'on me demande, de tourner le dos à des maires d'arrondissement, qui sont des maires d'arrondissement de droite, qui assument de l'être, qui ont fait une bonne politique de droite et qui font la politique que je soutiens à Paris et qui d'ailleurs soutiennent aussi ma politique à la région. Donc c'est un problème, donc nous allons en discuter et en débattre, mais moi je considère qu'il y a une erreur stratégique fondamentale et je ne peux pas adhérer à cette erreur stratégique. On voit bien fondamentale. pour l'instant, effectivement, votre soutien n'est pas acquis. Merci Henri Vernet. Tout de suite, dans un instant, on accueille Edwige Chevrillon et on reviendra notamment sur ce que vous faites dans votre région, qui est un véritable laboratoire à vos yeux. À tout de suite.
Bonjour Edwige Chevrillon. Bonjour Apolline de Malherbe. Bonjour Valérie Pécresse. On va parler budget, budget de la France, budget de la région. On va parler de retraite. Peut-être juste une toute petite question pour rebondir sur ce dont vous parliez avec Apolline de Malherbe. Est-ce qu'il y a un risque de pénurie d'essence? Est-ce que vous le voyez venir en Ile-de-France ou pas? Si les grèves durent très longtemps, il peut y avoir toute une série de risques qui s'enclenchent, malheureusement, Oui. y compris sur la maintenance des matériels roulants. Les retraites, j'imagine que vous avez lu l'interview de Gérald Darmanin qui est votre successeur, puisque vous exercez ces fonctions-là. Il dit la retraite se fera. On sent un gouvernement qui est en plein séminaire gouvernemental, droit dans ses bottes. Est-ce que vous, alors vous étiez jeune, mais vous avez quand même connu 1995, est-ce que vous vous dites il a raison d'être droit dans ses bottes, ou au contraire vous les appelez peut-être à trouver une solution intermédiaire, du moins momentanément? Mais la vraie différence, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas où ils veulent aller. Donc, bien sûr, une réforme doit se faire. Une réforme doit se faire puisqu'il y a 17 milliards de trous dans la caisse à horizon 2030. Donc oui, bien sûr, il faut faire une réforme. Oui, il va falloir demander et avoir le courage de demander aux Français de travailler plus longtemps. Oui, il faut prendre en compte les métiers pénibles. Mais oui, il faut revoir les régimes spéciaux. La question, c'est comment. Et aujourd'hui, on est dans un flou total, dans la brume, dans le brouillard sur les intentions du gouvernement. Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Pourquoi, lorsque vous étiez au pouvoir, pourquoi on ne l'a pas fait avant sur la... Pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de trouver une solution, peut-être sur le coût de ces régimes spéciaux, dire qui ne date pas d'aujourd'hui, le coût de ces régimes spéciaux? Écoutez, Madame Chevrillon, moi, la droite a quitté le pouvoir il y a 10 ans. On ne va peut-être pas tout le temps me dire qu'est-ce que vous auriez dû faire. On a fait une première réforme, vous le savez, sous Nicolas Sarkozy. C'était plutôt ça le sens de Si, ma on en question. a fait une première qui n'allait pas assez loin, mais on a quand même fait une première. Aujourd'hui, à la RATP, vous le savez, il y a 2 régimes de retraite aujourd'hui. Il y en a un avant le mandat de Sarkozy, un après. Ce n'est pas les mêmes. Donc on a déjà commencé. Petit à petit, on a commencé, mais on n'a pas allé assez loin. Est-ce que vous pensez un peu comme Gilles Carrez, que vous connaissez bien, qui est député LR? Il dit l'équité, c'est une idée folle. C'est vrai, est-ce que vous croyez dans l'universalité de cette réforme des retraites? C'est-à-dire, est-ce que lorsqu'on est artiste, quand on est compositeur de musique, quand on est enseignant, infirmière, conducteur à la RATP, est-ce qu'on peut avoir le même système de retraite? Et je l'ai dit dans mon livre, qui trop embrasse, mal étreint. Je pense que vouloir faire une réforme cathédrale sur le papier, c'est séduisant. Mais dans la vraie vie, ça marche très rarement. Et moi, je ne connais pas de réforme cathédrale qui ait réussi. La dernière, c'était la Constitution européenne de 2005, qui était une constitution magnifique, qui embrassait tout, et moyennant quoi elle a coalisé toutes les oppositions. Donc moi, je suis pour la négociation, et je suis pour partir des nouveaux entrants et faire progressivement rentrer dans ce nouveau régime qu'on va créer toutes les professions une par une. Vous savez, on fait des choix dans la vie. On fait le choix de remise en cause de toutes les règles du jeu sur lesquelles les Français ont construit leur vie, c'est très compliqué. Et j'ajoute que le pacte... retirer sa réforme, qu'est-ce que vous dites au président? Non, Madame Chevrillon, je l'ai dit il y a 2 minutes à Apolline de Malherbe, je lui ai expliqué, je peux redire, c'est dommage de passer une émission à redire 3 fois la même chose. Oui, il faut allonger la durée de cotisation et l'âge de départ en retraite. Oui, il faut tenir compte des métiers pénibles. Oui, il faut laisser les avantages familiaux et ne pas les toucher. Et oui, il faut faire la réforme des régimes spéciaux pour les nouveaux entrants en demandant à chaque profession d'y rentrer progressivement. C'est ça la bonne réforme. Et par ailleurs, il faut contester à Marine Le Pen le droit de parler au nom de ceux qui font grève, parce qu'elle propose la retraite à 60 ans, qui mettrait purement et simplement nos systèmes de retraite en banqueroute. Avec Marine Le Pen, c'est la banqueroute, au moins c'est clair. Valérie Pécresse, indirectement, et je fais un peu de provocation, est-ce que vous n'êtes pas, en tant que présidente de la région Île-de-France, un peu responsable de ce climat social très lourd? La région Île-de-France, c'est un tiers du PIB français. Donc c'est vraiment la région, une des plus importantes d'Europe, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout est focalisé sur la région Île-de-France. Les gens ont envie de venir travailler dans la région Île-de-France. Le poids est tellement énorme par rapport à l'ensemble de l'Hexagone que ça aspire un peu toutes les richesses de la France. Et vous savez, ce n'est pas la situation actuelle. Aujourd'hui, l'Île-de-France n'est plus une région attractive. Aujourd'hui, de nombreux cadres, de nombreuses familles préfèrent aller dans les métropoles des autres régions parce que la vie y est plus douce. Donc ma responsabilité, elle est imminente. Je suis dans une région qui est très prospère, mais qui est la région de tous les contrastes. Et la question du pouvoir d'achat est hyper aiguë dans ma région. Vous savez les prix des loyers, vous savez les prix du logement, donc ça bouleverse tout. Donc depuis que je suis élue, je fais des économies pour pouvoir les rendre en pouvoir d'achat aux Franciliens. Et là, la dernière mesure que je vais prendre, et je veux l'annoncer parce qu'aujourd'hui on est le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, nous allons mettre en place un fonds de garantie pour lutter contre l'injustice scandaleuse qui touche toutes les personnes qui ont été malades
ou qui sont aujourd'hui malades de maladies chroniques et qui ne peuvent pas emprunter pour acheter leur logement parce qu'elles ont un triplement de leur prime d'assurance. Eh bien, la région va se mouiller, on va faire un fonds qui permettra de ne pas avoir de surprime d'assurance quand on est porteur du VIH, quand on a eu un cancer du sein, quand on a eu un cancer de la prostate, quand on a une mucoviscidose, une leucémie ou une hépatite. Et ce dispositif qui existe... Vous allez vous porter garant? Absolument. Aujourd'hui, l'État a mis en place un mécanisme qui s'appelle l'AERAS. C'est pour diminuer la surprime. Ce mécanisme n'est pas connu. Il n'y a que 1000 personnes dans ma région qui l'utilisent. La plupart des personnes qui ont été malades croient qu'elles ne peuvent pas emprunter, si ce n'est à payer des surprimes de dizaines de milliers d'euros. En fonctionnement quand ? À partir de janvier 2020, nous allons avoir des partenaires dans tous les réseaux bancaires et ces réseaux bancaires vont distribuer des prêts sans surprime d'assurance. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez bien, les taux d'intérêt sont à 0. Donc l'injustice totale, c'est celle qui touche les personnes qui ont été malades ou qui sont malades et qui ne peuvent pas emprunter. Oui. Et par ailleurs, ça permettra aussi aux jeunes retraités d'emprunter puisque ça permet à des personnes un peu plus âgées de prendre un prêt. Valérie Pécresse, lorsqu'on regarde le budget que vous êtes en train de discuter, le budget 2020 de la région Île-de-France, on voit que la baisse des dépenses de fonctionnement a été très importante dans les années précédentes. Là encore, vous êtes quasiment le record de la baisse des dépenses de fonctionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec des taux zéro, est-ce que c'est la bonne tactique en fait Au contraire, est-ce que c'est pas le moment peut-être d'ouvrir un peu les robinets, ce que fait un peu le gouvernement au niveau national? Non, ce que je fais, c'est que je baisse tous les gaspillages. J'ai fait une politique de lutte contre les gaspillages à tous les niveaux. J'ai supprimé 15 structures, dont entre 50 et 80% du budget passait en frais de structure. Et j'ai repris cet argent pour le mettre sur les priorités. La priorité absolue, les transports. 28 milliards. Là, je viens encore d'annoncer hier, avec la RATP, vendredi, avec la RATP, un marché de 400 nouvelles rames de métro. Contrat du siècle, presque. Enfin, en tous les cas, encore, c'est mon deuxième contrat du siècle, parce que j'ai passé un sur les RER, là c'est sur le métro, et c'est évidemment pour sauver et préserver l'emploi dans le Valenciennois, puisque ce sont c'est Alstom et Bombardier, le Made in France, qui aura ce marché. Mais surtout, évidemment, les transports, c'est la vie quotidienne. J'ai fait un pass senior à demi-tarif pour tous les seniors qui étaient les seuls en Île-de-France à payer plein pot et qui, restreignaient leurs déplacements parce que c'était trop cher. Est-ce que votre idéal, ce serait un jour, un peu comme à Dunkerque, du reste, la gratuité des transports? Non, la gratuité est une fausse piste. Non. La gratuité en Île-de-France est une fausse piste. La gratuité, ça ne marche que quand les transports sont neufs. Ça va être le cas. Pas nombreux. Ouais. Non, attendez, pour l'instant, ils ne le sont pas. Pour l'instant, j'ai besoin d'argent pour payer. Et c'est très cher, 28 milliards. Il faut que les transports soient neufs et il faut surtout qu'ils ne soient pas très nombreux et pas saturés. Okay. Parce que la gratuité, ça remet de la saturation, puisque les gens qui marchent, du coup, prennent les bus. Donc ça marche dans des petites villes où il y a essentiellement des lignes de bus et où, les entreprises sont prêtes à payer. Aujourd'hui, les entreprises en Île-de-France, elles payent déjà 4 milliards d'euros pour les transports. Vous pensez qu'elles accepteraient de payer les 4 milliards des usagers? Non, la gratuité n'est pas une piste. En revanche, des tarifs justes, ça, c'est ce qui m'obsède. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un pass Navigo Liberté qui va maintenant tarifer à la juste consommation les franciliens. La baisse de fonctionnement, lorsqu'on regarde la Cour des comptes, en fait, on voit qu'il y a trois régions. Il y a Rhône-Alpes, celle de Laurent Wauquiez, Auvergne. Il y a celle des Hauts-de-France, à droite, Xavier Bertrand. Et puis il y a vous. C'est des régions de droite qui arrivent à baisser les frais de fonctionnement? Vous savez, si l'État faisait à peu près la même chose que moi, il pourrait rendre des dizaines de milliards d'euros en baisse d'impôts et en baisse de charges aux Français. Ça veut dire que les Français gagneraient plus avec leur salaire. Ça veut dire que cette crise du pouvoir d'achat, ce besoin de vivre dignement, on y apporterait une réponse. Et aujourd'hui, je vous le dis, moi j'en profite de ces économies pour faire des mesures auxquelles je tiens. Et vous aimeriez sans doute dire, je l'ai fait à la région, je peux le faire au niveau de l'État. Oui, mais mettre à l'abri tous les sans-abri qui aujourd'hui vivent et couchent dans le métro. 350 personnes qui vivent à l'année dans le métro. La mairie de Paris va les compter pendant la nuit de la solidarité. On va les compter
compter, on ne fait rien. Eh bien oui, avec cet argent, on va ouvrir des maisons Et solidaires pourtant, je vous on va rappelle pouvoir y qu'Emmanuel répondre. Macron avait promis qu'il n'y aurait plus personne Absolument. qui dormirait Et ben pour dans ça, la rue. je demande à tous les candidats à la mairie de Paris de m'aider. Moi, j'ai aujourd'hui les moyens d'ouvrir des maisons solidaires pour les accueillir en long séjour et pour les désintoxiquer ou les soigner pour ceux qui sont malades. Merci Edwige Chevrillon. Merci Valérie Pécresse d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la présidente de la région Île-de-France. Et voilà le titre du livre que vous publiez. Et c'est cela qui change à tout, dans lequel vous vous dévoilez et vous brisez, dites-vous, la carapace. L'actualité continue sur BFM TV. Dans un instant, c'est Affaire suivante avec Florence Duprat et Dominique Rizet. Et pour ma part, je vous retrouve à 18h. Et en même temps, et à 19h, ce sera Jean-Pierre Raffarin, mon invité. On continuera. À tout à l'heure.